Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien spécial que nous réalisons en marge des Atlantic Dialogues dans leur 13e édition organisée par le think tank marocain Policy Center for the New South ici à Rabat. Et nous profitons de la présence d'éminents experts pour leur poser des questions relatives aux sujets d'actualité qui soient d'ordre géopolitique, économique, mais aussi culturel, éducatif et démocratique. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir une des intervenantes de cette conférence. Il s'agit de l'ancienne ministre et présidente de l'association France Terre d'Asile, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour et merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors bien évidemment, c'est d'actualité. Je souhaiterais avoir votre commentaire sur le nouveau Premier ministre de la République française, François Bayrou. C'est pas une grande surprise puisque ça avait été un peu annoncé. Ce ne me semble pas être une bonne décision de la part d'Emmanuel Macron. Ça ne vous surprendra pas non plus parce que je pense qu'il était temps pour lui d'accepter le résultat des urnes de juillet dernier, c'est-à-dire une gauche qui, certes, n'est pas arrivée en majorité absolue, mais était en majorité relative quand même. Donc cette première force qui était sortie des urnes, il aurait fallu lui laisser la possibilité d'exercer le pouvoir maintenant. Il a préféré être dans la continuation de ce qu'il a toujours fait depuis 2017, c'est-à-dire une espèce d'entre-deux centriste en même temps, qui a pourtant démontré que ça a échoué à chaque fois. Donc je crains que ce gouvernement n'ait pas non plus une durée de vie très longue. C'est-à-dire ? Je crains qu'à nouveau, la réalité du Parlement, dans toute sa division, se manifeste et que, sitôt qu'il voudra passer un texte en force, parce qu'à un moment donné, il n'aura pas d'autre choix que celui-là, une nouvelle motion de censure vienne mettre fin à son gouvernement, à moins, et c'est là qu'on tend tous d'une certaine façon la main à ce nouveau gouvernement, à moins qu'il accepte de ne plus utiliser le 49.3, c'est-à-dire de ne plus forcer la main du Parlement et de s'engager dans un vrai dialogue, une vraie culture du compromis avec les forces au sein de ce Parlement pour essayer de trouver des consensus sur des sujets majeurs, ce qui voudrait dire par exemple qu'on évite de présenter des sujets juste pour se faire plaisir, comme par exemple l'idée d'une nouvelle loi immigration qui avait été évoquée par M. Retailleau. Est-ce que cela ne risque pas d'aboutir vers un désalignement par rapport à l'Europe ? Alors les priorités de l'Europe, d'abord l'Europe elle aussi elle est un petit peu prise dans la tourmente, donc je pense que c'est très important pour notre pays parce que moi je crois à la force de la France dans l'Europe et au fait que ce pays doit jouer un rôle quand même important de leadership. Or, notre pays est affaibli par ces péripéties politiques internes et donc du coup, il ne compte même plus aujourd'hui, au moment où se prennent des décisions majeures en Europe, par exemple l'accord qui a été signé, le Mercosur, qui est un vrai problème, en tout cas qui est en cours de signature, qui n'est pas encore définitif, mais le fait d'avoir pour les agriculteurs. Engagé, en effet, c'est pour parler, est un vrai problème, notamment pour nos agriculteurs. Ça veut dire que c'est une notre bonne chose faiblesse pour les politique, industriels aussi. Non. En fait, c'est une bonne chose pour qui, comme souvent avec ces grands accords commerciaux internationaux, c'est une bonne chose pour les très grandes exploitations agricoles, c'est une bonne chose pour les très gros acteurs par rapport aux petits qui, eux, souffrent de la mondialisation. Et c'est une mauvaise chose aussi pour les citoyens qui, en termes de normes, de sécurité, d'hygiène ou même d'écologie, de transition écologique, sont les perdants de tout cela. Donc on a vraiment aujourd'hui une parole forte à porter sur une nouvelle mondialisation, un nouveau type de commerce équitable. Les règles du passé ont plongé beaucoup de gens franchement dans la pauvreté. Beaucoup de gens, c'était l'objet de notre table ronde de l'instant, dans une forme d'adhésion à un populisme parce que les partis classiques semblent ne pas prendre conscience de la difficulté qui est la leur. Alors ils préfèrent finir par voter populiste et extrême droite. Donc il faut qu'on fasse attention à tout. Extrême gauche aussi, parce que c'est intéressant de prendre l'exemple français. La politique telle qu'on la connaissait, bipartisane, n'existe quasiment plus. Elle s'est diluée dans cette bipartisanité, si je puis me permettre le terme, des extrêmes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la cause et la racine de la fragilisation de la démocratie telle que cela a été discuté lors de votre panel, qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs?
Oui, je pense en effet qu'il ne faut pas... en fait, je trouve qu'il y a une forme de facilité à se contenter de rejeter les expressions de la colère et de la protestation, qu'elles se manifestent dans le vote pour l'extrême droite ou dans le vote pour l'extrême gauche. Aujourd'hui, on peut dire en effet que l'extrême droite d'une part, l'extrême gauche d'autre part, sont les formations politiques qui canalisent, qui absorbent le mieux cette expression de la protestation. Au détriment des partis classiques tels que le Parti socialiste, par exemple. Ou même la droite républicaine, ou ouais. les centristes. Et donc, voilà, on peut regarder cela, certains le font, en se contentant de rejeter en bloc tout cela, en disant « Ah, c'est sale, puis de toute façon, ces électeurs sont des idiots de se laisser avoir par les discours simplistes. » C'est vrai qu'il y a des discours simplistes, pour le coup, dans ces extrêmes, mais c'est particulièrement vrai à l'extrême droite. Où non seulement le discours est simpliste, mais en plus il est bouc émissariant, c'est-à-dire qu'en fait il ne répond aux problématiques des gens que en leur désignant un bouc émissaire. C'est une forme d'appel à la guerre permanente contre l'autre, celui qui ne vous ressemble pas. Donc plutôt que de se contenter simplement de rejeter ces phénomènes-là, on pourrait, les partis classiques, se demander où est-ce que nous, on a failli dans notre capacité à absorber, à répondre à être au rendez-vous de ces protestations, qui sont des protestations malgré tout légitimes. Les protestations sociales, de gens qui vous disent j'arrive pas à boucler mes fins de mois, en fait, c'est pas possible, tout augmente, l'inflation, le coût de l'électricité, j'ai plus de pouvoir d'achat, mon travail me suffit pas pour vivre. Comment ça se fait que les partis classiques n'arrivent pas aujourd'hui à répondre suffisamment à ces protestations sociales-là ? Et je pense que tant qu'ils n'y arriveront pas, et je crois que l'une des raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils en sont assez déconnectés en fait. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont déconnectés de ces réalités-là. Ils comprennent pas ce que c'est que d'avoir qu'il manque 5 € finalement à la fin de la semaine pour se payer telle ou telle chose. Parce qu'en fait, les partis politiques sont très endogènes, ils se cooptent, ils ont des gens, le personnel politique manque de diversité. C'est rarement des gens qui viennent du bas de l'échelle sociale qui composent les partis politiques. Et donc, du coup, il y en a. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Attention. Ne généralisons pas. Non, je ne généralise pas. Mais quand même, il y a une espèce de phénomène, sauf d'une certaine façon dans les extrêmes et notamment à la France insoumise, où on voit des gens populaires qui sont là. La France insoumise aujourd'hui, elle a un peu damé le pion à la gauche classique en Europe. Et notamment parce que en France en l'occurrence. Et notamment parce que sur ce point que je viens d'évoquer, elle fait mieux. Elle fait mieux en termes de diversification de son personnel politique à elle. Est-ce que et je vous interpelle là-dessus, parce que vous avez été, Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2014 à 2017. Est-ce que finalement, l'État n'a pas failli à sa mission d'inculquer les valeurs de la démocratie dès le plus jeune âge à l'école? Est-ce que ça fait partie aussi des aspects de la faillite de l'école aujourd'hui? Vous savez, c'est marrant parce que la démocratie... je ne suis pas sûre qu'on l'apprenne comme on apprend une discipline. En fait, la démocratie, ça se vit, ça s'expérimente. Et si on la vit et qu'on l'expérimente, alors on la comprend. Vraiment. Je disais c'est marrant, c'est parce que j'avais en tête, c'est un peu comme en France, il y a beaucoup de débats autour de la laïcité. Et donc régulièrement, les observateurs vous disent mais est-ce que l'école transmet suffisamment, apprend suffisamment la laïcité? Et à chaque fois, je réponds la même chose. La laïcité, ça se vit, ça s'expérimente. Si on vit dans une société dans laquelle finalement tout vous donne à voir que c'est à géométrie variable, qu'elle s'applique à certains mais pas à d'autres, de la même façon pour la démocratie. Si on vit dans une société où tout vous donne à voir que en réalité, en fonction de qui vous êtes, vous ne serez pas jugé pareil, votre voix ne sera pas considérée pareil, etc. Ok, on peut vous apprendre les institutions démocratiques à l'école et vous faire comme une espèce de cours d'évangélisation sur la démocratie, mais vous allez passer à côté parce que ça s'incarnera pas dans une réalité charnelle et vécue. Mais qu'on comprenne au moins ce que sont les valeurs des partis politiques, au lieu de flancher vers le populisme, qu'il soit de gauche ou de droite. Oui, moi je pense que en fait, ce qui est important dans le temps que l'on vit, d'abord il faut avoir conscience qu'on est en train de vivre un temps quand même très particulier, qui ne ressemble pas à notre jeunesse, à toutes les deux, ou même à il y a 10 ans. Même il y a 10 ans, moi j'étais ministre il y a 10 ans, honnêtement le monde a tellement changé depuis.
Donc le temps que l'on vit, qui est celui notamment de nos enfants, c'est un temps où, par exemple, les enfants en question, les jeunes, ne s'informent plus par la télévision, par la radio, mais ils s'informent par les réseaux sociaux. Bon, donc déjà, quelles sont ces informations qui arrivent par quels canaux ? Qui est l'arbitre des élégances pour dire finalement telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie? Résultat des courses, on a affaire à des gens, et notamment dans la jeune génération, qui développent des vérités alternatives. On ne s'entend plus sur l'existence d'une vérité objective. Si je peux me permettre, Madame la Ministre, qui ne sont pas mainstream. Oui, voilà. Donc c'est ce que vous appelez les vérités alternatives. En fait, ce que j'entends par vérité alternative, c'est chacun a sa vérité. C'est pas un jugement de valeur que je porte. C'est des vérités subjectives. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une vérité objective sur laquelle on s'entendrait tous, en fait, chacun voit midi à sa porte, chacun est enfermé dans une bulle de filtre algorithmique où, grosso modo, toutes les informations qui lui arrivent viennent conforter son avis puisqu'elles ont été pensées en fonction de ses goûts, de ses intuitions, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, dans ce monde-là, il faut comprendre qu'il faut tout revoir, en fait, dans nos mécanismes. Il faut revoir, en effet, ce qu'on apprend à l'école, mais encore une fois, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas simplement des cours magistraux, c'est aussi l'expérience au quotidien dans les écoles, du fait de vivre ensemble avec des élèves très différents. Donc, toutes les écoles qui séparent les élèves en fonction de leurs origines sociales, ça va pas du tout. De faire l'expérience du débat dans les écoles, car on a besoin d'aiguiser son esprit critique. Donc tous ceux qui vous disent « oui, pour que l'école redevienne forte, il faut qu'on revienne au cours magistral, unilatéral, le maître en haut, les élèves en bas qui écoutent ». Non, on n'est plus dans le 19e siècle. On a besoin, au contraire, de faire travailler aux élèves leur esprit critique, leur art de la rhétorique, du débat, pour que eux-mêmes apprennent à penser contre eux-mêmes. C'est très important parce que ce qui les entoure est dangereux en quelque sorte, parce qu'ils peuvent se faire piéger par n'importe quelle désinformation. Donc il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à la déchiffrer. Bon. Et l'identité, parce que vous êtes, Madame la Ministre, franco-marocaine. Est-ce que l'identité, comme la démocratie, ça ne s'apprend pas à l'école? Et si non, où peut-on, pour les Marocains qui sont ailleurs, justement, qui ne vivent pas au Maroc, comment maintenir ce lien? D'abord, je pense qu'il y a l'école d'une part, il y a quand même aussi la famille, il y a la culture, il y a le cinéma, il y a la télévision. Moi, il y a une chose que je regrette un petit peu quand je regarde comment ont évolué nos sociétés en Europe par rapport, y compris à ces populations issues de l'immigration, c'est que je trouve qu'il y a eu un repli depuis quelques années. C'est une évidence face aux questions migratoires, etc. Et une parole qui est devenue de plus en plus dans l'exclusion. Et en fait, des deux parts. Oui. Et face à cela, il y a y compris des choses qui existaient autrefois et qui ont disparu. Je vous en donne quelques exemples. Dans les années 80, peut-être même 90, à la télévision publique, vous aviez de temps en temps des émissions qui racontaient les cultures maghrébines, les choses comme ça, qui permettaient finalement aux individus installés en France, mais d'une autre culture, de se reconnaître, qu'ils les représentaient quelque part. Et du coup, elles voyaient à peu près leur place dans la société. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont disparu. Même, j'allais dire, même dans la musique. Si vous écoutez la musique qui nous entoure, dans les charts, comme on dit, on a eu toute une période dans les années 90 de rail qui explosait, des choses comme ça, où on entendait de la musique arabe. Aujourd'hui, essayez d'écouter l'équivalent du top 50 d'aujourd'hui. Vous allez voir, en fait, on n'entend plus ça dans nos pays. On s'est tellement refermé. Moi, j'ai des exemples dans l'éducation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de professeurs, tenez-vous bien, qui se font menacer parce que professeurs des écoles qui décident de faire apprendre une chanson en plusieurs langues à la fois aux élèves, et parmi les langues, anglais, allemand, italien, arabe, elles reçoivent des menaces de parents extérieurs ou d'observateurs extérieurs qui ont entendu parler de ça en disant quoi, pourquoi vous faites apprendre en arabe, etc. Donc si vous voulez, il y a quand même une réalité. Vraiment une terre d'asile. Rapidement, pour terminer, Najat Vallaud-Belkacem, puisque vous êtes présidente de cette association. Alors, moi, je ne dirais pas la France, parce qu'en fait, justement, l'erreur qu'on fait parfois, c'est de tout mettre dans le même sac. Moi, je vois tous les jours des gens extrêmement ouverts, généreux, partageurs, etc., et ouverts vers les autres. Mais dans le champ politique et médiatique,
on a vraiment dégringolé en termes de qualité d'hospitalité. C'est une évidence. On s'est vraiment désagrégé. On a des politiques qui font la course à l'échalote dans qui ira le plus loin, de faire tomber toutes les digues humanistes, mais renvoyer donc à la mer ces gens qui se noient en Méditerranée. On entend des choses comme ça. Dans le champ des médias, on a quand même un phénomène de concentration des médias avec quelques gros industriels qui ont pris la main sur des médias qu'ils idéologisent totalement. Je pense à CNews, etc. Le JDD européen, ça en fait beaucoup, et qui vont aussi dans le sens de ces discours-là. Donc oui, la France traverse une passe difficile et c'est pour ça que les partis politiques, encore une fois, classiques, traditionnels, notamment à gauche, doivent absolument faire paravent à tout cela et être à la hauteur face aux protestations des Français pour pouvoir y répondre plutôt que de les laisser entre les mains de l'extrême droite. Et surtout qu'il reste un peu moins de 2 ans pour le prochain. 30 mois, comme disait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, voilà. 30 mois à son mandat, son deuxième mandat aussi avant qu'il se termine. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'était donc cette entrevue spéciale en marge des Atlantic Dialogues. Merci de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes sur notre antenne.